Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième débat consacré aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Débat organisé par les télévisions locales du Grand Est, Alsace 20, Mirabel TV, Vosges Télé et Canal 32. À mes côtés d'ailleurs Dominique Renaud de Vosges Télévisions. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mathieu. Et puis 4 invités. Tout d'abord Sandrine Bélier, tête de liste régionale pour Europe Écologie Les Verts. Pascal Air en face de vous. Bonsoir également, candidat Front National dans la Marne. Jean-Pierre Masseret, vous êtes tête de liste régionale pour la liste du Parti Socialiste. Et puis Marc Sebéran, bonsoir à vous également, candidat UDI, tête de liste départementale dans l'Aube pour la liste d'union de la droite et du centre. Et puis on entendra Dominique tout à l'heure Laurent Jacobelli pour le parti, la liste Debout la France. Alors on va s'intéresser avec vous quatre, bien sûr à la formation, c'est une compétence de la région, l'apprentissage, les lycées ou encore les universités. Mais d'abord Dominique, un petit mot de politique et d'actualité avant de commencer le débat. Oui, avant d'en arriver à cette thématique, nous allons faire un point sur cette campagne qui démarre. Pour le moment, c'est vrai que le grand public ne s'en est pas encore emparé. Florian Philippot, par exemple, a lancé officiellement sa campagne depuis Voie-Bacon. Alors on a appris comme ça que ce village de Meuse était l'épicentre de cette grande région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Alors, Florian Philippot a largement fustigé les bilans de Jean-Pierre Masseret et ceux de Philippe Richert. Il a développé des pistes d'action dans le domaine de la sécurité, avec la création d'une police régionale ou le rétablissement du contrôle des frontières. Pourtant, la loi NOTRe est passée par là. La compétence régionale a été supprimée pour les régions qui ne peuvent plus donc intervenir dans tous les domaines. Le pouvoir de police n'a jamais été l'apanage des présidents de région. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de démagogie dans cette déclaration de Florian Philippot, Pascal Air? Non, je crois pas du tout. Là, oui, j'étais à Voie-Bacon, je l'ai bien écouté. Florian Philippot, il a exposé une première présentation de son projet, parce qu'il s'agit d'un projet, il ne s'agit pas d'un programme avant tout, mais d'un projet. Parce que je vais entendre certainement nos concurrents. Et comment dirais-je, énumérer un certain nombre de mesures. Nous, ce que nous voulons, c'est des choses concrètes, pas un catalogue. Effectivement, la sécurité, indirectement, la région peut s'y intéresser, ne serait-ce qu'en aidant, par exemple, les petites communes en matière de vidéosurveillance. Ça, c'est très clair. Nous allons aider au maximum les très petites communes qui sont complètement délaissées actuellement aussi bien en Lorraine, en Alsace ou en Champagne-Ardenne. Je regardais récemment le compte administratif 2014 de la Champagne, qui bénéficie en priorité des subventions. Ce ne sont pas les petites communes. Effectivement. Alors, effectivement aussi, les lycées reçoivent beaucoup d'aide de la région. C'est normal. En matière d'apprentissage, de lycées, de choses comme ça, c'est pas extraordinaire que la région fasse son travail. Il n'y a rien d'extraordinaire. Du débat, justement, dans lequel on va rentrer dans quelques instants. Je vais entendre tout à l'heure des gens dire, bah oui, on a fait ci, on a fait ça, mais c'est leur boulot. C'est la loi qui dit que les régions sont compétentes pour les lycées. Par contre, elles ne sont pas compétentes pour les universités. Et justement, le projet de Florian Philippot, c'est aussi de faire des économies dans des domaines où la région n'a pas à intervenir. Quand je vois ceux qui ont des ambassades à Bruxelles, quand je vois la coopération internationale en Afrique ou ailleurs avec l'argent du contribuable régional, eh bien je dis non, nous disons non, ce n'est pas normal. Nous voulons réserver l'argent du contribuable de la région pour les Français d'abord, pour les habitants de la région d'abord. On a bien compris. Pascal, autre question d'actualité politique pour vous, Jean-Pierre Masseret, au Parti Socialiste, c'est le référendum qui est dans l'actualité. Il y a un référendum qui va avoir lieu le 16, 17 et 18 octobre. C'est le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui a choisi de poser la question sur l'unité de la gauche et des écologistes. Est-ce que les résultats de cette consultation, on ne les a pas encore à l'heure où on se parle, ils peuvent changer la donne pour la grande région? Est-ce que ça peut avoir une incidence politique? D'abord, le premier secrétaire est dans son rôle, puisqu'il constate qu'avec les partenaires de gauche, on a travaillé depuis de nombreuses années à réaliser des projets concrets pour la vie quotidienne des gens, pour les territoires, pour les petites communes, pour l'université, pour les lycées, tout ce qui fait la vie quotidienne de nos concitoyens. Ça s'est plutôt passé dans de bonnes conditions. Donc il dit pourquoi ne pas continuer. Donc il sollicite l'opinion des Françaises et des Français. Je trouve que c'est bienvenu. Merci beaucoup Jean-Pierre Masseret. Autre question peut-être pour les partis de la droite. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas parler de tout ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, avec les déclarations controversées de Nadine Morano, qui était tête de liste en Meurthe-et-Moselle. Philippe Richert a réagi très très rapidement. Il y a des trucs qui ne marchent pas dans vos décomptes. Là, depuis le début, il se passe n'importe quoi là, sur vos décomptes de temps.
Vous le suivez pas, mais nous, on le regarde. Vous les avez en face de vous, et c'est vrai que nous ne les avons pas. Vous inquiétez Donc, pas, on arrivera à une équité de temps de parole. Il faut qu'en régie, ce problème soit rectifié, pour que tout le monde sache à peu près où on en est. Donc on en revient à vous, Marc Soberan, avec cette décision qui a été prise ce mercredi par la commission d'investiture, et c'est désormais Valérie Debord qui est tête de liste en Meurthe-et-Moselle. Alors, hasard du calendrier, le week-end dernier, toute la liste était réunie avec Philippe Richert pour parler de valeurs communes, d'engagement. Est-ce que toute la liste est sur la même longueur d'onde? Et est-ce que vous ne craignez pas que cet épisode Morano laisse des traces dans la campagne? Je crois que l'épisode est clos. Donc la décision a été prise. Valérie Debord est une remarquable candidate. Elle fera une excellente tête de liste. Elle a beaucoup de qualités, elle a beaucoup de compétences. Et là, elle va mener la liste en Meurthe-et-Moselle. Je pense que l'épisode que nous avons connu a été quand même à la fois surmédiatisé et surcommenté. Maintenant, le but de notre liste, c'est d'unir nos énergies justement pour le devenir de la grande région. Revenons véritablement aux enjeux qui peuvent passionner les habitants de la région et qui peuvent leur donner envie d'aller se déplacer pour évidemment déterminer leur choix définitif. Bon, je crois que la page est tournée, on est tous derrière Philippe Richert et il n'y a aucun problème. Voilà qui est clair. Autre question politique pour Sandrine Bélier. C'est vrai que ceux qui vont voter, les électeurs, ont envie d'avoir une connaissance claire des partis, des messages des partis. Chez votre parti Europe Écologie Les Verts, il y a eu une nouvelle désaffection. Hein. Barbara Pompili est partie, comme deux autres d'ailleurs de ce parti. Au-delà de ce départ qui était annoncé, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un message brouillé entre ceux qui voudraient que ce soit un peu plus à gauche dans l'écologie et d'autres qui sont un peu moins, etc. Et quelle est un petit peu la question, quel est l'élément de l'alliance avec le PS? Comment vous allez gérer cette désaffection comme ça? Comment vous expliquez tout ça? Alors, les départs et les quelques départs qu'on a pu connaître à Europe Écologie, pour moi, ne sont pas le signe d'une désaffection de l'écologie, ce sont des choix personnels pour répondre à des ambitions personnelles. Aujourd'hui, le principal débat qui, en tout cas moi, m'anime, c'est comment on porte le projet des écologistes, ce projet d'avenir, dans la grande région, dans nos régions. Et au-delà de la question des alliances, de savoir avec qui on va s'allier, est-ce qu'on est plus à gauche, je crois qu'on est avant tout, et en tout cas, moi, c'est ma position, j'ai toujours démontré, avant tout écologiste, prêt à travailler avec l'ensemble des partenaires politiques sur des projets pour créer des majorités de projets qui servent l'intérêt général, qui servent les citoyens de la grande région. Voilà, c'est dit, on a fini sur cette actualité politique. On passe maintenant au débat. On va passer au débat avec justement la mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue, d'apprentissage. C'est une des compétences des régions. Nous allons nous arrêter sur l'apprentissage, si vous le voulez bien. Le constat est le même dans les 3 régions qui sont réunies. C'est une baisse du nombre d'apprentis. Alors, comment faire pour inverser cette tendance, Jean-Pierre Masseret? C'est vrai que le constat est là. Je veux dire que ça ne fonctionne pas. En effet, on peut constater qu'il y a des baisses chez les jeunes qui s'engagent dans l'apprentissage. À la fois, c'est le contexte économique général. Vous avez aussi la concurrence des contrats aidés qui interfèrent. Et puis, l'insuffisance de qualité par rapport aux demandes des entreprises qui doivent faire face aux évolutions technologiques. Alors, il faut réagir, bien évidemment. Il y a d'abord à valoriser l'apprentissage. Il faut donc amener les familles, les territoires à pouvoir dialoguer territoire par territoire, parce que c'est là qu'on va faire toucher du doigt aux gens l'importance de l'apprentissage, ce que ça représente. Il y a des débouchés, il y a derrière un emploi, il y a un revenu, il y a la vie, tout simplement. Donc, et puis, c'est une voie noble. Il n'y a pas de raison d'opposer une voie d'excellence qui serait des études longues avec la voie de l'apprentissage. Après, il faut reconsidérer probablement, alors c'est des questions plus lourdes, parce que est-ce qu'on devrait s'interroger sur l'apprentissage est un contrat de travail. Faudrait-il pas le faire devenir contrat de formation, sous certaines conditions, de telle sorte que derrière les mots, il y ait des réalités de formation, il y ait une dignité derrière les mots qui seraient donnés. Et puis il faut amener nos jeunes et nos entreprises aux évolutions qui devront être celles de l'économie du XXIe siècle.
comment on va former sur le développement durable, les éco-constructions, les éco-évolutions, etc., l'éco-mobilité. Comment on introduit la dimension de la révolution numérique dans les activités, dans les formations. Donc il y a tout ce champ-là qui doit être traité et ça doit être un grand enjeu, je veux dire. C'est fondamental également de la part des voies d'orientation. Je veux dire, l'orientation vers l'apprentissage ne doit pas être vue comme une difficulté de la vie. Et il faut qu'au niveau de Pôle emploi, les demandeurs d'emploi puissent être aussi dirigés vers l'apprentissage. Il y a un certain nombre de conditions à réunir et de débats à conduire. Mais c'est un débat de société, c'est un débat de respectabilité par rapport à une voie absolument noble de la vie. Vous parliez de rapprochement justement avec les industries. Il y a eu un exemple qui a été fait, qui a été tenté avec Safran Albany, avec un centre de compétences qui a été mis en place parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre formée. Est-ce que c'est vers ça qu'il faut aller ? Le rôle d'une institution, c'est de considérer la réalité et d'apporter les éléments de réponse. Je veux dire, moi, j'ai des tas d'exemples en Lorraine où des entreprises sont venues me voir. J'ai besoin de 30, de 40, parfois des grandes entreprises comme Schneider Electric avaient besoin d'une cinquantaine, une centaine de salariés à former. On est capable de le faire. On est capable de répondre absolument au millimètre près, dès lors qu'on a l'information en amont. Mais l'enjeu de l'apprentissage est un enjeu capital qui participe au développement et à la croissance. Alors, quelle réponse concrète, on est vraiment là-dessus, Marc Sebéran, la liste de l'Alliance de la droite et du centre, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme réponse pour favoriser l'apprentissage si votre liste est élue ? Oui, mais déjà, je voudrais revenir parce que l'analyse des causes de la baisse de l'apprentissage est quand même importante à prendre. Et parmi les causes que n'a pas évoquées Jean-Pierre Masseret, il y a quand même la conduite de valses hésitations et même incohérente de la part du gouvernement. Puisqu'il y a eu une baisse drastique des crédits vis-à-vis de l'apprentissage. Et puis quand on s'est aperçu qu'en 2013, il y avait moins 8% d'apprentis en France, on s'est dit on a peut-être fait une erreur. Alors on a enlevé les crédits qui étaient nécessaires pour aider les entreprises de plus de 10 salariés. Et puis on les a reportés maintenant sur une prime pour les très petites entreprises. Alors cette valse hésitation, cette incohérence de politique vis-à-vis de l'apprentissage, évidemment, décourage les entreprises. Elles ne savent plus sur quel pied danser. Donc là, c'est un élément, évidemment, important de, quelque part, la désaffection de l'apprentissage, alors que tout le monde dit que l'apprentissage est sans doute la voie royale pour arriver à un métier et la voie royale pour obtenir un emploi. Alors, il faut reporter les crédits. Oui, mais je cite quand même un chiffre important que tout le monde a en tête, et toutes les familles l'ont ce chiffre. Il y a 23,5% de jeunes de moins de 6 ans qui n'ont pas d'emploi en France. Si on compare avec nos voisins, en Allemagne, le chiffre est de 7,8%. Et eux, ils misent tout sur l'apprentissage. On le sait, il y a des conditions très spéciales. Ça veut dire que là, bien sûr, la région va faire quelque chose. Mais il faut que la politique nationale aille avec la politique régionale. En l'occurrence, que peut faire la région, puisque la politique nationale, elle est ce qu'elle est. Qu'est-ce que la région peut faire dans son secteur pour favoriser justement ça ? Eh bien, je pense que déjà, c'est la revalorisation de l'apprentissage dans l'esprit des jeunes et des familles. Donc une sorte de communication plus positive déjà ? Oui, communication, mais il faudrait donner un statut aussi noble que celui d'étudiants aux apprentis. Ça, c'est quelque chose d'important. De leur dire que l'apprentissage n'est pas un pis-aller, mais une chance pour leur avenir. Et montrer aux familles aussi que la voie des métiers, c'est souvent une voie royale, c'est une voie de la réussite. Il y a des olympiades de métiers, il y a des forums des métiers faits avec les professionnels. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que les jeunes et leurs familles se rendent sur ces différents stands, rencontrent des professionnels passionnés par leur métier, des artisans souvent qui ne trouvent pas de repreneurs quand leur activité s'arrête, des artisans qui ne trouvent pas de jeunes pour apprendre leur métier, eh bien vous savez que ça motive beaucoup de jeunes. En même temps, bien sûr, il faut aussi que la région agisse. Et il y a des idées, par exemple des développeurs de l'apprentissage. C'est-à-dire c'est des personnes qui peuvent être mandatées par la région pour aller trouver les entreprises et faire en sorte que ces entreprises se motivent pour prendre un apprenti et pour les guider dans leur formation. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. En même temps, il y a tout le problème de l'orientation. Et ça, c'est quelque chose de majeur dans notre société. L'orientation, vous avez bien compris, c'était
quelque chose qui permettait à tous les jeunes de véritablement choisir leur métier. Et cette orientation, le nouveau conseil régional peut établir une sorte de service public de l'orientation. Et service public de l'orientation, c'est rassembler tous les professionnels, tous les métiers, tous ceux qui s'intéressent à l'orientation et l'ouvrir à tout le monde, des demandeurs d'emploi, des jeunes, des moins jeunes. Mais ça, c'est quelque chose d'important. On continue. Il faudra juste le généraliser, peut-être. On continue sur On l'a déjà fait en Lorraine, c'est tout ce que je veux dire. Ça existe surtout en Alsace, monsieur Basseret. Ça existe en Lorraine, je vous le garantis. Alors, on continue le tour de table sur l'apprentissage. Avant de continuer le tour de table, on va peut-être écouter Laurent Jacobelli pour Debout la France, qui réagit aussi, lui, sur l'apprentissage. Il y a urgence, il faut agir vite maintenant, parce que dans notre région, le taux de chômage des jeunes est 10% supérieur à la moyenne nationale. Il y a pire. Dans notre région, les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui veulent embaucher des jeunes dans la région, des jeunes français, ne trouvent pas d'employés à engager parce que les formations ne sont pas adaptées. Donc ils ont recours à des travailleurs détachés qui viennent de l'étranger. Donc il y a urgence de réformer en profondeur la politique d'apprentissage. Tout d'abord, il faut que nos apprentis puissent trouver du travail en France. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'ils trouvent du travail en Allemagne. C'est une bonne chose, mais le nombre d'emplois de transfrontaliers en Allemagne a baissé de 15 000 en 15 ans. Donc l'avenir, il n'est pas en Allemagne, qui se tourne vers les pays de l'Est, qui ont aujourd'hui une très bonne main-d'œuvre, mais à bon marché, il est en France. Et pour ça, il faut donner aux jeunes qui n'ont pas une formation initiale les chances de trouver un travail en entreprise grâce à l'apprentissage. Et là encore, il y a beaucoup à faire, parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage sert essentiellement à ceux qui ont déjà un bac ou un bac pro, qui donc sont susceptibles de trouver un travail. Donc il faut ramener les investissements vers ceux qui n'ont pas de formation aujourd'hui et qui doivent apprendre des travaux grâce à l'apprentissage pour demain trouver des emplois, par exemple, dans le BTP. Jean-Pierre Basseret, je voyais réagir pendant l'interview de Laurent Jacobelli. Non, pas rien de spécial. Je veux dire, j'entends suffisamment de propos. Je ne vais pas tout commenter, parce que sinon, j'aurais plus le temps pour expliquer ma politique. L'apprentissage plaît à pas mal de candidats. Sandrine Bellier, justement, par rapport à cet apprentissage, donc il y a urgence, tout le monde est d'accord, il y a des secteurs dans lesquels on peut développer cet apprentissage. Quelles sont vos propositions ? La question, c'est pas que l'apprentissage ou la formation plaît aux candidats, c'est que c'est une compétence importante de la région et que c'est un élément essentiel pour les citoyens qui savent qu'on peut agir dans ce domaine. Moi, je voulais commencer par 2 chiffres aussi, puisqu'on parlait de chiffres. Le premier, c'est le budget du Conseil régional d'Alsace, qui en 5 ans, et notamment sur l'action régionale dans le domaine de la formation, a été réduit de 25%. Donc on a abandonné, et en tout cas sur la politique de M. Richert, c'est un des secteurs qui a été malheureusement abandonné. Le deuxième chiffre que j'aimerais placer, ça a été évoqué, c'est de considérer l'apprentissage, en effet, on rentre dans la vie active, mais c'est avant tout une formation, et l'entendre vraiment comme ça. Dans certains domaines, on a un taux de rupture des contrats d'apprentissage qui est supérieur à 1 sur 3, parce qu'on a des patrons, des formateurs, qui ne considèrent pas ou qui ne se considèrent pas en situation de formateur, mais en tant que patrons qui vont utiliser finalement une main-d'œuvre qui est assez peu chère. Et ça touche des secteurs sur des petits commerces, sur l'artisanat, justement sur des métiers qu'on retrouverait dans les petites communes, dans les communes rurales, puisque les principaux secteurs qui sont touchés touchent des femmes, malheureusement, et c'est le secteur de la coiffure, le secteur de la pâtisserie, ces petits commerces de proximité qui aujourd'hui nous offrent une vraie capacité de création d'emplois et de revitalisation de nos territoires. Ce qu'on propose, et je pense que c'est une chose qui n'a pas été suffisamment faite, je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses qui ont été faites, que ce soit en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne dans le domaine, mais je pense que au niveau où nous en sommes aujourd'hui, ça mériterait qu'on ait une carte et qu'on établisse une carte des formations. Une carte par rapport aux besoins de nos territoires, selon les secteurs d'activité, au regard des activités économiques que l'on peut développer, et puis de mettre ça en lien avec la formation dans les lycées, et on parlait d'avoir cette vision globale, d'avoir des guichets uniques d'orientation dans chacun de nos territoires à l'échelle des pays, où on puisse accompagner les jeunes et les moins jeunes en recherche d'emploi, vraiment tout au long de leur parcours professionnel. Et puis cette carte nous permettra aussi de déployer
et de mettre en relation le développement économique sur des secteurs à fort potentiel de création d'emplois durables, non délocalisables. Dans le domaine du bâtiment, en effet, avec tous les travaux d'efficacité énergétique qui profitent au climat, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine du numérique, tous ces secteurs qui sont aujourd'hui et qui présentent de vrais potentiels de création d'emplois, qu'on les mette en lien avec nos formations et avec ces contrats d'apprentissage. Et on a là encore des exemples, et pour le coup en Champagne-Ardenne, à Charleville-Mézières par exemple, au lycée Bazin, on a créé une formation particulière sur l'entretien des éoliennes, parce que nous avons des parcs éoliens et que cette région fait partie des régions innovantes et équipées. Voilà, je pense que c'est repenser la formation, nous en tant que région, l'accompagner sur une vision très cohérente de développement de notre territoire. S'il vous plaît, puisqu'il peut y avoir débat. Bien sûr, bien juste sûr. Réagir aux propos de Sandrine Bélier. Moi, je récuse ces chiffres concernant l'apprentissage en Alsace. Parce que tout simplement, les chiffres, et là, le prouvent, et les chiffres INSEE, l'apprentissage a beaucoup moins baissé en Alsace que dans les deux autres régions. Alors, on peut se balancer des chiffres à la tête. Je pourrais citer les statistiques du compte administratif de la Lorraine, où il y a eu moins 29% sur l'apprentissage de 2010 à 2014. C'est pas ça qui m'intéresse. Je le ferai pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, si on peut avoir tous autour de cette table en disant l'apprentissage, décrétons l'apprentissage, grande cause régionale. Mais c'est ce qui ressort de très important. Dites, hein, oui, mais encore faut-il mettre des moyens à disposition. Encore faut-il faire confiance aux entreprises, parce que ce sont les entreprises qui connaissent le mieux le marché du travail. Donc l'apprentissage, ça doit être un dialogue constant avec le monde de l'entreprise, avec le monde de l'artisanat. Il ne faut pas se contenter de déclarations comme ça, qui sont de bonnes intentions, mais il faut passer au cas concret. Parce qu'il faut lutter contre la baisse de l'apprentissage. Alors, on va peut-être donner la parole à Pascal R, qui ne s'est pas exprimé sur le sujet. Pour laquelle vous avez ouvert le débat tout à l'heure sur la réactivité. Donc, on y va. Je suis désolé. Il aura tout le temps, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle, moi, je propose de travailler dans la proximité de territoire. Parce que c'est là que vous avez à la fois les familles, les lieux de formation, les entreprises, effectivement, et vous êtes dans la proximité et vous avez le plus de chances d'avoir de l'efficacité. Au-delà des mots, c'est ce qui compte, cette pratique pragmatique, tout simplement. Pascal R, votre vision, vous, de l'apprentissage? Je voudrais répondre à monsieur sur la police des transports. C'est une vieille proposition du Front National qui date de 1998, puisque à la région, c'est même moi qui avais présenté cette proposition. Donc pourquoi? Eh bien, les transports régionaux sont une compétence de la région, donc il est tout à fait légitime que la région s'occupe de la sécurité dans les transports régionaux. Alors revenons à l'apprentissage. Je voulais que ça soit dit une fois pour toutes. Alors l'apprentissage, d'abord, c'est pas le grand favori de la gauche. Je me rappelle le rapport de la Chambre des comptes publié en 2008 sur la formation professionnelle et l'apprentissage, et qui d'ailleurs égratignait notamment la droite qui était au pouvoir, dont vous faisiez partie, monsieur Séberan, en disant qu'il n'y avait pas de stratégie de formation. C'était à Valo, la formation à l'époque. Alors depuis, il y a eu la gauche avec Jean-Paul Bachy. L'apprentissage, il nous a toujours dit qu'il voulait mettre à égalité les lycées professionnels et l'apprentissage. Eh bien, nous disons qu'il faut juger une politique de formation sur l'efficacité. Quand on sait qu'en Champagne-Ardenne, 14% des demandeurs d'emploi formés grâce à la région trouvent un CDI et que tous les autres partent au chômage, en formation, en CDD, eh bien nous disons qu'il y a un problème. Et effectivement, il y a un problème, parce que tout ce que j'entends ici, j'entends ça depuis des années. Que oui, on ne connaît pas assez les besoins des entreprises, etc. Il y a quand même une chose qui marche en Champagne-Ardenne, vous n'en parlez pas. Oui, il y a un peu plus de 7 945 apprentis en Champagne-Ardenne, 41 millions le budget actuellement pour 2015. Il y a un organisme de formation qui a de super résultats, c'est le centre de formation des Compagnons du Devoir, dont il y a un établissement pas très loin d'ici à Troyes, qui se trouve également à Muson, à Reims. Eux, quand vous rentrez au CFA des Compagnons du Devoir, vous ressortez automatiquement avec un emploi. À 99%. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers ça? Nous disons que c'est ça le modèle. C'est le modèle dont il faudrait s'inspirer. Il n'y a pas besoin d'aller en Allemagne, il n'y a pas besoin d'aller en Suisse. On a des choses qui marchent en Champagne-Ardenne. C'est le CFA des Compagnons, ça marche d'ailleurs dans toute la France. Eh bien, il faut s'inspirer de ce modèle. Alors, en matière d'apprentissage, nous voulons mettre le paquet là-dessus. 41 millions d'euros, c'est pas suffisant. Quand je vois qu'on donne je crois que la région ne participe qu'à hauteur de 28 euros pour l'aide aux apprentis, eh bien, je pense qu'il faut mettre beaucoup plus.
C'est l'argent qui va servir. L'argent, il y en a à la région. Quand on a plus de 898 millions d'euros de budget, on peut trouver de l'argent. Comment convaincre les entreprises justement à partir dans l'apprentissage? Parce que c'est un des freins. Mais ça fait des années, déjà du temps de la droite. Ils disaient ça avant 2004. Il faut connaître les besoins des entreprises, il faut se rapprocher d'elles. Je crois qu'il faut prendre son bâton de pèlerin, il faut arrêter de donner de l'argent systématiquement dans les pompes Afrique que sont beaucoup d'organismes soi-disant de formation, parce qu'ils ne sont pas contrôlés. N'importe qui peut s'installer formateur. Aujourd'hui, il faut le savoir. Il suffit de faire une déclaration auprès de l'administration, mais il n'y a aucun contrôle sur la qualité des prestations. Et ça, c'est très important. Et aucun contrôle. Il y a des gens qui profitent de la détresse humaine, de la détresse des demandeurs d'emploi pour se remplir les poches. Eh bien, nous disons stop. Il faut mettre le paquet sur l'apprentissage, il faut juger les organismes aux résultats. Depuis des années, moi je réclamais à Jean-Paul Bachy les résultats, non pas globalement, il fait un bilan annuel, c'est la loi, c'est obligatoire, donc il n'y a pas de problème. Non, nous voulons les résultats établissement de formation par établissement de formation et à l'intérieur, filière par filière, pour voir ceux qui sont les plus efficaces. Parce que c'est l'argent du contribuable et c'est la détresse des chômeurs qui est en cause. Et ceux qui ne sont pas efficaces, vous en faites quoi? Eh bien, on ne travaille plus avec eux. Et moi, j'aurais tendance à dire que si on doit faire un choix budgétaire, plutôt que d'investir de l'argent dans des vidéosurveillance dans les petites communes des zones rurales, investissons et aidons à réinstaller des pâtisseries, des boulangeries, des commerces de proximité qui, là, permettent d'améliorer la sécurité parce que ça amène le bien vivre ensemble et c'est aussi créateur d'emplois et potentiellement ça rentre... Madame Bélier. Alors, on va se quitter un très court instant pour reprendre notre débat, Dominique. On va évoquer dans la deuxième partie les lycées et les universités. À tout de suite. C'est la suite du débat organisé avec 4 candidats en vue des élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. Débat organisé avec Alsace 20, Mirabel TV, Vosges Télévision et Canal 32. On a évoqué l'apprentissage, Dominique, en première partie, avec une vraie passion pour chacun. On a bien l'impression que c'est quelque chose qui est souhaité par la majorité des candidats, des listes. On s'intéresse maintenant au lycée, qui est également une compétence de la région. Une politique qui est donc importante. Qu'est-ce qui peut être fait? Il y a une grande hétérogénéité en termes de taille d'établissement dans cette grande région Est. Le statut, etc. est différent. Alors, quelle politique souhaitez-vous mettre en place dans le domaine des lycées? Comment surtout rassurer peut-être aussi les lycées qui sont éloignés des grands centres de décision, qui ont peur d'être les oubliés de la future politique régionale? On commence avec vous, Marc Sebéran, pour l'Alliance de la droite et du centre. Quel est votre projet pour les lycées? Est-ce qu'il faut augmenter la taille de certains, fermer d'autres, pourquoi pas? Quelle est l'ambition de votre liste pour ce domaine-là? Mais vous savez, les lycées, c'est un outil d'enseignement de proximité. Donc il ne s'agit pas de regrouper les lycées, il s'agit de mailler le territoire pour permettre à tous d'avoir un accès facile à l'enseignement. Je voudrais tout simplement dire en premier que la région, là aussi, a des compétences quand même limitées en matière de lycée. Investissement, équipement, gestion en effet du personnel, de services, ouvriers, techniques. Elle ne peut pas tout faire. Elle n'a pas, en effet, de moyens d'agir sur les programmes et elle ne définit pas la politique de l'éducation nationale. C'est dommage, parce que là, ça serait quand même quelque chose d'intéressant. En effet, les programmes sont beaucoup trop généralistes et un des projets de notre liste, c'est quand même raccrocher le lycée au monde du travail. Parce que le lycée, les lycéens vivent un petit peu dans une bulle où ils ont un enseignement très généraliste. Mais bien sûr, il faut qu'ils connaissent le monde du travail. Pourquoi pas multiplier des stages en entreprise, des aides pour les lycéens? Ça, la région peut le décider? Oui, on peut le décider. C'est-à-dire, il faut être innovant. Il faut aller au-delà des critères normaux. Il faut que les lycées à la fois bénéficient d'un investissement important en équipement, en investissement, en restructuration. La décentralisation a quand même fait quelque chose de particulièrement bon, c'est que, en effet, le niveau d'équipement des lycées et le niveau immobilier des lycées est très important. Mais en même temps, la région peut tenter des innovations. Par exemple, le budget des lycées est assez contraint. Et en même temps, le budget de la région sera aussi contraint. Essayons de faire des économies d'énergie.
avec un contrat de performance énergétique, en liant ça aux entreprises. Par exemple, on a une filière bois très importante dans la région. Eh bien, pourquoi pas doter tous les lycées de chaufferie bois, avec justement le travail en commun avec les entreprises de cette filière. Comment faire aussi pour la restauration scolaire ? Pour assurer peut-être des circuits courts, pour assurer un débouché à notre élevage, pour assurer finalement à ce qui est notre première force dans la région, c'est la première place de l'agriculture. Vous voyez, la région peut agir. Et la région peut agir en, évidemment, rapprochant le lycée du monde du travail et en prenant des initiatives pour des innovations qui sont favorables aux jeunes. Sandrine Bélier, votre point de vue sur les lycées, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette grande région Est? Cette performance énergétique, ça doit Bien vous sûr, parler. je me réjouis parce que je pense que tout le monde va être de plus en plus écologiste. Et après, je me pose juste toujours une question, c'est pourquoi les choses n'ont pas été faites avant, c'est-à-dire quand on était aux commandes. Mais je dis, il n'est jamais trop tard, hein, mais je pense que... 15 lycées équipés en Alsace. Oui, bien sûr, mais les écologistes sont très très forts en Alsace et notamment le milieu associatif qui est partie intégrante et qui sait peser sur les décisions qui a su peser sur les décisions de la région Alsace. Donc moi je me réjouis et en effet sur les compétences qui sont celles de la région en termes d'investissement et d'équipement, on a deux actions ou en tout cas deux piliers sur lesquels on peut jouer. D'une part faire des économies. Aujourd'hui la facture énergétique c'est le premier poste budgétaire pour les lycées après le personnel. Donc c'est quelque chose qui nous coûte très très cher. Partir dans une politique de rénovation des bâtiments publics est une de nos priorités pour les écologistes et mettre tout ce qui est établissement de formation au premier chef des travaux de rénovation que nous pourrons faire. Ça, c'est notre engagement. Ça créera de l'emploi dans le domaine du bâtiment et en plus et là encore on fera des économies à moyen terme et en investissant, puisqu'on parlait d'investissement, en investissant 1% du budget de la région, on a une capacité de faire effet levier pour véritablement pouvoir rénover nos bâtiments et faire des économies à moyen et long terme. On parlait également de l'alimentation, je m'en réjouis parce que oui, et là encore, on peut favoriser une alimentation de qualité pour nos jeunes dans les cantines des lycées en imposant que la commande publique, on ait 50% un minimum de produits locaux dans les assiettes de nos jeunes et une commande publique de 20% de production biologique. Et en effet, ça permettra de faire vivre et de redéployer l'emploi dans nos territoires ruraux et de nos agriculteurs. Il y aura pas de problème de coût, parce que parfois le coût du biologique est un peu supérieur. Bien sûr que c'est un coût, mais encore une fois, sont des choix, on fait des choix budgétaires par rapport à un projet, par rapport à une vision, par rapport à des objectifs que l'on se fixe. Est-ce que l'objectif, c'est de participer au bien-être des jeunes? Est-ce que l'objectif, c'est de permettre de bonnes conditions d'enseignement? À partir du moment où on se donne ces objectifs-là, on se donne les moyens. Étant entendu que ça permet de faire des économies, de créer de l'emploi, donc à moyen terme, c'est du gagnant-gagnant. Et je profite aussi de ce moment, jeudi dernier, était lancé à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'alternative végétarienne dans les cantines. Moi, je fais partie des personnes qui ont lancé ce débat avec des intellectuels et puis autres personnalités de la société civile. Je me réjouis parce que je pense et j'espère, et en tout cas pour la grande région Est, que nous aurons une alternative végétarienne dans nos cantines, dans les lycées. Et j'en veux pour preuve, et je m'en réjouis, aujourd'hui c'est Yves Gégaud qui lance ce projet de loi, et il y a l'ensemble, enfin je dis aujourd'hui, jeudi dernier, et il y avait des représentants de toutes les composantes politiques pour s'associer à ce projet de loi, qui démontre bien, et je le redis, que quand il y a des choses importantes, quand on se bat pour l'intérêt général, ça dépasse les clivages politiques, ça doit dépasser les clivages politiques, on doit s'engager les uns et les autres pour, dans ce sens et pour améliorer le cadre de vie, et là en l'occurrence les conditions d'enseignement des jeunes dans notre grande région. On va passer à vous Pascal Herr, mais juste avant on écoute Laurent Jacobelli de Debout la France. Nos élus sont vraiment très éloignés du terrain et ça se ressent même dans la politique des lycées. À tout vouloir centraliser, à Nancy, Metz, Strasbourg, on en oublie les réalités du terrain, les réalités locales. J'ai un exemple que je vais vous citer qui est très important et qui révèle bien la situation. À Sainte-Ménéhould, il y a un lycée qui a fermé.
C'est toujours triste un lycée qui ferme. Alors on nous explique que c'est pour des raisons financières. Bon, c'est une vision économique du service public qui n'est pas la mienne. Pour moi, les lycées, la formation doivent être accessibles à tous. Mais pourquoi est-ce que les lycéens n'allaient plus dans ce lycée? Tout simplement parce que la ligne TER, qui reliait Châlons à Sainte-Ménéhould, a fermé. Et donc tous les lycéens qui venaient de Reims et de Châlons pour étudier à Sainte-Ménéhould ont arrêté d'y aller pour des raisons tout simplement de logistique, de proximité. Et donc on essaye aujourd'hui de tout centraliser dans les grandes villes. Il y a un désert dans nos petites et moyennes communes qui est tout à fait néfaste à la formation. Donc je veux que la région continue à subventionner les TER qui servent les petites et moyennes communes et continue à mettre à niveau les lycées qui sont dans les petites et moyennes communes. Et puis plus loin, on ne peut pas étudier quand on a la boule au ventre, quand on a peur le matin. Il y a des problèmes dans notre région, comme partout, de sécurité. Trafic de drogue, raquettes, menaces sur les élèves. Il faut que ça cesse. Donc nous mettrons en place des systèmes de vidéoprotection pour assurer la sécurité aux abords des lycées et permettre à nos lycéens d'étudier de manière paisible et sereine. Pascal Air, c'est un discours que vous entendez avec la droite, hein, quelle que soit sa sensibilité, c'est qu'ils disent beaucoup de choses, mais qu'ils ne font qu'à moitié. Nous, la vidéosurveillance, on est pour la vidéoprotection, mais à condition, par exemple, je vois à Châlons, il y a 49, je crois, 43 caméras, mais il n'y a personne derrière. Donc ça ne peut permettre que d'élucider certaines affaires, mais ça ne permet pas de prévenir. C'est pour ça que nous, si nous sommes pour la vidéo, nous voulons qu'il y ait des gens en permanence derrière les caméras pour réagir aussitôt en temps réel. Alors je voudrais revenir plus généralement au lycée. Effectivement, c'est une compétence légale obligatoire de la région, et donc nous avons toujours, nous, soutenu tout ce qui allait dans ce sens-là. C'est clair, j'ai entendu beaucoup de discours là sur ce qu'il faudrait faire dans les lycées, les circuits courts, tout ça, mais ça existe déjà plus ou moins dans tous les lycées. En tout cas en Champagne-Ardenne, je ne connais pas les autres régions, mais par contre, si nous votons tous systématiquement, parce que c'est normal, c'est la loi, et puis c'est bien d'ailleurs. Par contre, nous ne sommes pas d'accord pour voter ce qu'on appelle les actions dites éducatives ou culturelles, où il y a tout, c'est le supermarché de la culture, où il y a tout, le pire côtoie le meilleur. Par exemple, en Alsace, il y a le mois de l'autre. Eh bien nous, si nous prenons la région, au 1er janvier, le mois de l'autre, qui existe depuis 3 ans, je crois, ne sera plus financé. Il faut quand même que les contribuables sachent que depuis 3 ans, c'est 1 310 000 € qui ont été consacrés à cette manifestation. Dans l'Aube, par exemple, nous, on ne sait pas ce que c'est, mais organisée et tenue par les associations dites antiracistes en Alsace. Nous ne sommes pas d'accord. De même que nous refusons de voter, contrairement à la droite et à la gauche, les remises d'ordre pour ceux qui font le jeûne. Nous, c'est très clair. Les compétences légales obligatoires, nous ferons le maximum là-dessus, en utilisant aussi les économies réalisées ailleurs. Quand je vois que la Champagne-Ardenne prévoit pour cette année, la région, 951 000 € pour de la coopération internationale, nous disons cet argent doit servir d'abord aux lycées, aux apprentis, aux habitants de Champagne-Ardenne. Vous dites tout à l'heure, on fera le maximum. Ça veut dire quoi? Simplement faire son travail, mais mieux le faire. Parce qu'on nous parle de plan d'investissement, de PPI, etc. sur plusieurs années, c'est très bien tout ça. Un exemple, mais dans les lycées, il y a encore plein de choses à faire dans les lycées, en rénovation par exemple. Rénovation. Par exemple, hein, rénovation, ou alors effectivement lutter contre l'insécurité avec des caméras de vidéosurveillance. Eh bien tout ça, ça demande une volonté politique tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire à le faire, mais encore faut-il le faire. Et la gauche et la droite ne le font pas. Pascal Air, je veux dire que Marc Seberran le disait tout à l'heure, je veux dire que la compétence de la région en matière de lycée, c'est pas le point de vue pédagogique, mais la vie des lycéens, c'est quand même, ça fait partie aussi de la compétence. C'est pour ça que comment faire pour accompagner justement et ouvrir ces lycéens? Par exemple, nous voulons améliorer le dispositif lycéo. C'est très bien. Bon, je ne sais pas s'il existe dans les autres régions, a priori non. On rappelle oui, il existe en Lorraine le dispositif lycéo. Donc ça permet notamment, c'est une aide de la région pour les manuels scolaires, par exemple. C'est très bien. Nous pensons qu'il faut aller encore plus loin. De même que pour les apprentis, il faut aller encore plus loin. Et je pense notamment aux lycéens et aux apprentis des classes moyennes, parce qu'on aide beaucoup les classes dites populaires, ceux qui sont boursiers, des gens comme ça. Mais on oublie souvent qu'il y a aussi beaucoup de problèmes financiers dans les classes moyennes, dans les familles des classes moyennes, et nous penserons à elles, bien évidemment. Jean-Pierre Masseret, juste quand même quelque chose que je voudrais souligner par rapport au propos de Pascal Air. On a toujours été favorable, nous, puisque je suis conseiller régional en Champagne-Ardenne, au principe de laïcité dans les lycées. Ça veut dire que nous n'avons pas voté les remises d'ordre pour les faits de... C'est pas vrai, monsieur R. Vous avez qu'à vérifier. Vous donnez des leçons à tout le monde. Vous donnez des leçons à tout le monde, pas du tout. Vous votez contre, en fait, vous votez pour. Nous n'avons pas voté ces remises d'ordre. Alors je voudrais pas que... vous êtes abstenu. Je ne voudrais pas que vous donniez le monopole de la défense de la laïcité. Vous n'avez rien fait contre. La laïcité, c'est notre credo, c'est un credo républicain. On doit l'appliquer.
Mitterrand. on doit l'appliquer dans les lycées. Monsieur Bachy va prochainement vous demander de voter 150 000 € aussi pour les migrants. Est-ce que vous allez voter à la prochaine séance plénière, le 26 octobre, les 150 000 € pour les migrants? Eh bien, oui ou non? et vous... Est-ce que vous ferez comme le Front National qui, lui, dit non depuis le départ? Monsieur R, nous en débattrons. Ah, et justement, voilà, nous en débattrons et nous vous donnerons notre avis à ce propos-là. Vous n'avez pas d'avis Non, mais actuellement? s'il vous plaît, on va revenir. Si, bah alors dites-le. Qu'est-ce que vous revenir à la thématique de Monsieur R, Dites-le. je ne connais pas encore la proposition Est-ce que l'UD réelle. et l'UMP, là, vous l'avez, Mais la là, il y a proposition encore réelle. des discussions, On parce quitte que le lycée, effectivement, en question politique, mais... Vous allez... Vous allez dans elle des... est là, elle est Bon, dans les documents alors, que nous avons reçus du Conseil régional ça, le 26 octobre. C'est un autre débat qu'on peut avoir. Il y en aura 5, donc il y aura l'occasion de parler de ça. Ça touche à la formation professionnelle. De l'accueil parce des qu'il faut migrants. savoir que là-dedans, il y a une partie de la somme réservée pour former les migrants qui arriveront au niveau professionnel pour leur trouver du travail. Mais c'est Eh bien, tout à fait l'objet d'un débat cet extrêmement argent-là, il doit intéressant être d'ailleurs. réservé aux Français d'abord. Pascal, on va juste continuer avec Jean-Pierre Masseret, le Parti Socialiste, sur cette histoire des lycées. Qu'est-ce que peut faire la région Grand Est, cette nouvelle grande région, pour les lycées? Qu'est-ce que vous proposez? Juste rappeler en cet instant que le rôle des lycées, c'est de former. Former des citoyens éclairés, capables de porter un jugement sur la société, de définir effectivement leur opinion, leur rappeler les valeurs de la République. On n'a pas la vision du lycée. Leur rappeler aussi, c'est aussi de former des hommes attachés à la pratique de la démocratie politique et du respect des autres et des valeurs de la République. Parce que ça, c'est déjà le rôle de l'éducation nationale. Après, les lycées, ça doit former ces gamins, c'est former dans le respect des territoires. D'où le débat qui n'a pas lieu d'être entre des rassemblements sur des espaces grands et oublier les zones rurales. Cela n'en est pas question. D'ailleurs, ma politique porte sur le respect des territoires et on doit offrir, par respect à ces territoires, par respect à ces hommes et à ces femmes qui y vivent, les outils de formation, depuis l'apprentissage jusque, on en parlera tout à l'heure, y compris des éléments de l'enseignement supérieur. Mais s'il y a des lycées avec une trop faible population... Ce qui met en péril le lycée, c'est effectivement le manque de fréquentation et parfois la disparition d'outils de contenu des formations. Il faut donc travailler en réseau. Moi, je l'ai fait à Saulsures sur Moselotte, par exemple. J'avais un problème, effectivement, de fréquentation. À ce moment-là, j'ai mis en réseau à la fois un outil maintenu sur Saulsures sur Moselotte, avec le lycée de Remiremont. Et puis, il faut ouvrir les lycées à tous les publics, pas seulement, effectivement, aux lycéens, mais pour utiliser vos locaux pour de l'apprentissage, pour des demandeurs d'emploi. Il faut organiser ces réseaux parce que c'est des lycées des métiers, c'est des campus des métiers, parce qu'il faut former ces jeunes, mais il faut aussi répondre, comme le collègue Sebéran le disait, à la fois aux entreprises. Il s'agit bien d'aboutir à quelque chose dans la vie concrète, c'est-à-dire un emploi, un revenu, être capable de tenir son destin d'homme et de femme. Donc après, vous avez à proposer et faire en sorte que les établissements soient corrects. Il s'agit de respecter la communauté éducative et les jeunes qui s'y trouvent. Donc moderniser les outils, des lycées entretenus. Après, on peut regarder effectivement avec l'outil lycée comment on fait des circuits courts, comment on est en relation avec notre agriculture, comment on est sur la préférence énergétique, d'économie d'énergie. Et puis, il y a le pouvoir d'achat des familles et des jeunes. C'est la question, en effet, des aides qu'il faut apporter au moment de la carte. C'est la carte multipasse chez moi, c'est la carte ici d'un autre nom. Elle aura le même nom à l'avenir, sans doute. Sans doute, mais on fait des efforts. On fait des efforts. Il y a le problème de la santé et puis il y a le problème du transport scolaire qui va se poser, puisque les régions vont être dépositaires du transport dans sa globalité. Et les transports scolaires, c'est quand même un problème de pouvoir d'achat. Il faudrait bien qu'on s'intéresse aux avancées qu'il est possible. On parle pas simplement d'immobilier, on parle de ressources, on parle de revenus, on parle de vie, on parle de pouvoir d'achat des familles. On va s'intéresser maintenant aux universités. Il nous reste peu de temps. Hein. C'est le jeu aussi du débat. Dominique, université avec 190 000 étudiants tout de même dans la région Grand Est. Ce qui représente à peu près 8% des étudiants français. Il y a 5 universités présentes. Alors la région a quand même des compétences dans le domaine des lycées. C'est celle de la modernisation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, puisque la recherche est importante. Et elle peut également jouer un rôle important en matière de conditions de vie des étudiants. Alors c'est important d'avoir
avoir des étudiants et comment faire peut-être pour en attirer plus et pour les maintenir, Sandrine Bellier. Et en 1 minute 30, si possible, pas plus. Est-ce que c'est important d'avoir des étudiants ? La question, je ne la poserai pas de cette manière-là. Aujourd'hui, on a de beaux sites universitaires. Moi, j'ai d'ailleurs fait mes études à Strasbourg, alors que je n'étais pas originaire de la région. Et je ne suis plus jamais repartie d'Alsace après ces études universitaires. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, on peut vraiment valoriser nos différents sites universitaires dans la grande région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, en s'engageant à améliorer la vie de l'ensemble des étudiants qui resteront ensuite, qui pourront du coup redynamiser notre territoire. Je pense qu'au moment où ils arrivent, ça c'est une compétence et nous on peut pousser politiquement à l'encadrement des loyers pour les jeunes. Aujourd'hui, on peut... on n'est pas directement compétent, mais aussi politiquement, on a les moyens de faire pression pour du partenariat avec les Restos U. Je parlais de l'alimentation et de qualité. Des partenariats avec la vie étudiante, moi je pense qu'il faut soutenir, et notamment tous les projets étudiants qui participent à l'engagement citoyen, et justement à cette construction d'hommes et de femmes ensuite qui seront amenés à s'engager dans la cité, à devenir des citoyens dans ce sens-là. Et je le redis en conclusion de l'ensemble des sujets qui nous ont occupés aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment intérêt à développer des guichets uniques dans le domaine de la formation à l'échelle des pays. On a bien compris, et un passeport jeune qui permettra aussi. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la carte à tout voir quand je suis arrivée en Alsace, qui me permettait de profiter des loisirs, d'aller au cinéma, d'avoir une vie sociale, alors même que j'avais assez peu de moyens financiers. Merci beaucoup, Sandrine Bellier. Pascal Herr, votre proposition claire, une proposition peut-être. Nous sommes toujours très clairs au Front National. Très rapidement, nous nous sommes toujours abstenus sur les aides à l'enseignement supérieur parce que ce n'est pas une compétence de la région, c'est une compétence de l'État. Alors on nous répond à chaque fois, oui, mais l'État ne fait pas son travail. Eh bien, il faut mettre l'État devant le fait accompli. Ça, c'est très clair. Ceci dit, nous avons toujours voté les aides aux étudiants. Ça, c'est clair. Nous aiderons donc la recherche, parce que c'est une compétence de la région, ça c'est vrai. Mais il faut distinguer la recherche et l'enseignement supérieur, même s'il y a des liens, bien évidemment. Et en matière de recherche, pourquoi ne pas lancer un projet pour essayer de voir comment on peut stocker l'énergie électrique, puisque vous êtes des grands partisans des éoliennes, mais on ne peut pas stocker l'énergie électrique. Alors moi, je voudrais revenir aussi sur la formation, parce que le but, c'est d'avoir un emploi. Est-il normal que dans une région comme la Champagne-Ardenne, une personne qui veuille faire un stage d'ambulancier ne soit pas financée par la région? Rien n'est prévu, ni par Pôle emploi, ni par la mission locale. Est-il normal qu'un ingénieur à Troyes veuille se reconvertir en boucher charcutier et qu'il n'a jamais pu trouver de stage? La région n'aide pas. Eh bien, vous voyez, ce sont des cas concrets. Un jeune qui veut être conseiller funéraire, 5 000 € le stage. Eh bien, la région n'aide pas. Vous proposez Personne quoi? Vous proposez quoi? Eh bien, nous voulons aller au plus près des besoins des jeunes, parce que ce sont les jeunes qui en majorité sont hélas concernés, tous les jeunes, mais pas uniquement. Et puis aller au plus près des besoins des très petites entreprises dans les plus petits territoires possibles. Et nous prendrons notre bâton de pèlerin et nous ne financerons plus les organismes de formation qui sont inefficaces, qui n'ont pas de résultats. Merci beaucoup, Pascal Herr. Jean-Pierre Masseret. Voilà, on continue avec cette... Donc, on est dans un département qui fait la démonstration d'une stratégie d'enseignement supérieur. Je veux dire, le développement de l'unité de technologie. Vous parlez de l'Aube, là. Oui, de l'Aube. Bien sûr, qu'on soit très clair. Qu'on soit très clair, on est dans l'Aube. L'Aube fait le travail de l'État. Attention. Il me semble que ça, c'est un bon exemple de ce qu'est l'université au service du développement des territoires. Donc il n'y a pas de concentration, il y a aussi le respect des territoires, des hommes et des femmes qui vivent sur ces territoires. Ensuite, il faut utiliser... Enfin, c'est quoi l'université? C'est à la fois... Attention, c'est de l'attractivité, effectivement, territoriale, nationale, européenne, mondiale. C'est ensuite des outils qui vont servir le développement économique, nos entreprises. Vos propositions pour changer, pour améliorer? Pardon d'être direct, mais qu'est-ce que vous allez changer, modifier, apporter de nouveau? C'est l'état d'esprit avec lequel il faut mettre en mouvement le champ universitaire dans le champ de la recherche à travers les filières de développement, les points forts qui sont effectivement l'énergie, l'agroalimentaire, les matériaux, la santé, l'environnement, le numérique. Comment, à partir de tous ces outils qui sont extrêmement puissants sur ce grand territoire, nous allons prendre rang dans la compétition mondiale du XXIe siècle pour créer quoi? Des emplois,
de la vie, des salaires. C'est ça l'enjeu, bon sang de bon sang. Donc ne posez pas non plus n'importe quel type de questions. Interrogez-nous sur ce que nous faisons avec les outils que nous avons à disposition. Mais dans un temps extrêmement réduit. Mais le champ du développement qui implique le devenir de cette région sur la vie quotidienne des gens, eh bien le champ universitaire, l'enseignement supérieur est véritablement un atout et nous avons la démonstration dans le département de l'Aube, en Champagne-Ardenne, comme en Lorraine et en Alsace, que cet outil-là, il est indispensable pour l'avenir de nos concitoyens. Merci beaucoup Jean-Pierre Masseret. On termine avec Marc Sebéran sur l'université en moins d'une minute. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai compris qu'avec Pascal Air, les universités allaient fermer un peu dans la grande région parce qu'elles n'auront plus de moyens. Mais alors, si, simplement quelques mots, je me permets de continuer. Les universités. Aider les universités à travailler ensemble sur la grande région. En effet, je prends les exemples qui ont été donnés, l'UTT, l'EPF ici, grande formation d'ingénieurs, également beaucoup d'ingénieurs qui sortent en Alsace, comment faire en sorte qu'ils travaillent ensemble et qui bâtissent des projets communs. Deuxièmement, faire en sorte de rapprocher en effet les formations des bassins d'emploi. C'est très important. Les entreprises demandent souvent des formations courtes, demandent des licences professionnelles. Voilà, ça c'est très important. Puis en même temps, maintenir un maillage de proximité, je termine, parce que c'est important pour les familles et ça permet d'économiser sur les budgets étudiants qui sont très importants. Merci. Il faut donner des bourses et il faut aussi s'occuper du logement étudiant. Merci beaucoup Marc Sebéran. Merci à tous les quatre d'avoir joué le jeu du temps, je dirais, réglementaire du débat. Merci à vous Dominique. Et on se retrouve bien sûr pour un prochain débat organisé par vos télévisions locales sur une autre thématique. Merci et à très bientôt.